La première fois que ma future belle-mère m'a regardé, je me tenais dans le vestibule de son hôtel particulier du 16e arrondissement, tenant à la main une boîte de macarons industriels achetés au Monoprix. Et ses yeux ont voyagé de mes ballerines éraflées jusqu'à mon rouge à lèvres de grande surface comme si elle évaluait le prix d'une tache sur son tapis d'Aubusson. Elle ne m'a pas dit « Bonjour ». Elle a dit « Oh, vous êtes plus petite que ce que j'imaginais ». Puis, elle s'est tournée vers son fils pour lui demander s'il avait garé la voiture dans un endroit où elle ne ferait pas honte aux voisins. J'ai souri. Je souriais. Depuis déjà 3 mois, depuis le jour où j'avais décidé de devenir quelqu'un d'autre. Je m'appelle Elodie Park. J'ai 31 ans et, sur le papier, je suis l'architecte associé d'un cabinet qui gère des projets que la plupart des gens ne voient que dans les magazines de luxe. Nous avons réalisé la nouvelle aile d'art contemporain d'une école privée prestigieuse en Suisse le printemps dernier. Nous avons conçu une résidence privée de 10 millions d'euros à Courchevel l'année précédente. Mon salaire, en incluant les primes et les parts, tourne autour de 220 000 euros par an. Je suis propriétaire de mon appartement dans le Marais, sans crédit. Je roule dans une Volvo en leasing parce que j'aime la discrétion des Volvo, pas parce que je n'ai pas les moyens de faire autrement. Mais le soir où j'ai rencontré mon fiancé lors d'un vernissage dans une galerie de Saint-Germain-des-Prés, je portais un pull de seconde main acheté spécifiquement pour l'occasion, des boucles d'oreilles bon marché. Et mes cheveux étaient attachés d'une manière qui me donnait l'air d'avoir à peine 24 ans. Je sortais directement de mon bureau, mais je m'étais arrêté dans les toilettes d'un café pour me changer comme quelqu'un qui cherche à échapper à la police. J'avais un verre en plastique de vin blanc médiocre à la main et une histoire déjà toute prête. Je devrais expliquer pourquoi je fais ça. La raison pour laquelle je m'efforce de paraître plus insignifiante avant de laisser quiconque s'approcher, c'est à cause de ma sœur. Ma sœur Marion a 2 ans de plus que moi. Quand elle avait 26 ans, elle a épousé un homme nommé Benoît qui venait de la vieille noblesse de province, ce genre de fortune qui n'apparaît jamais dans les classements de magazines parce qu'elle fructifie discrètement. Depuis le 19e siècle. Benoît l'aimait, ou du moins c'est ce qu'il disait. Jusqu'à ce que l'entreprise de rénovation de notre père connaisse une mauvaise année et qu'elle suggère que, peut-être, Benoît pourrait se porter caution pour un petit prêt de soudure. Il n'a pas crié. Il n'a même pas discuté. Il l'a simplement regardé comme on regarde un vieux manteau que l'on a décidé de donner à une œuvre de charité et il a commencé, avec une lenteur et une courtoisie glaciale, à démanteler leur vie. Des avocats, un contrat de mariage qu'elle avait signé à 24 ans sans vraiment le lire, un nouvel appartement pour lui à Paris pendant qu'elle restait seule dans la maison de campagne. En moins d'1 an, elle était de retour dans la chambre d'amis de nos parents avec un sac Hermès, une boîte d'antidépresseurs et elle n'a plus ri de rien pendant presque 2 ans. J'ai tout observé. J'ai vu ma mère vieillir de 10 ans en 12 mois. Et quand j'ai commencé à fréquenter des hommes, quand ils commençaient à me demander ce que je faisais, où j'habitais et quelle voiture je conduisais, j'ai commencé à mentir. Pas de gros mensonges, juste des petits ajustements. Je disais que j'étais une simple assistante de projet, pas une associée. Je disais que je louais un studio. Je l'ai laissé payer le dîner les 3 ou 4 premières fois. Je me disais que c'était un filtre et la vérité, c'est que ça fonctionnait. 2 d'entre eux ont disparu dès que j'ai mentionné une promotion fictive. L'un d'eux m'a dit, avec beaucoup de douceur et de gentillesse, qu'il n'était pas prêt à être avec une femme qui réussissait mieux que lui. J'ai pleuré, mais seulement le temps d'un week-end. Le filtre avait fait son travail. Alors, quand j'ai rencontré mon fiancé, quand il s'est tenu près de moi dans cette galerie et m'a demandé quel tableau j'achèterais si l'argent n'était pas un problème et que j'ai désigné la petite toilette dans le coin parce qu'elle ressemblait exactement à ce que l'on ressent quand on est en deuil, il a
Rit et a dit, moi aussi. Les autres ne sont que du papier peint hors de prix. J'ai pris ma décision avant même qu'il ne me demande mon numéro. J'allais recommencer. J'allais me faire petite pendant un moment. Juste pour être sûr. Son nom est Adrien de Montval. Il a 35 ans. Il dirige la branche de développement immobilier du groupe familial, et il n'avait aucune idée, ce premier soir ni les suivants, que la femme dont il tombait amoureux avait dessiné 2 des immeubles devant lesquels il passait chaque matin pour aller au travail. Pendant le premier mois, je lui ai dit que j'étais dessinatrice junior dans un cabinet que j'avais inventé. Je lui ai dit que je vivais dans un studio à Aubervilliers, ce qui était, je l'avoue, un peu exagéré par rapport à mon faux salaire, mais crédible. Je le laissais payer le dîner. Je le laissais me commander des Uber. La première fois qu'il est venu chez moi, j'avais emprunté le studio de mon ancienne colocataire pour la soirée, avec ses étagères Ikea et ses bols dépareillés. Je lui ai fait des croque-monsieur dans sa poêle à 10 €, et il s'est assis sur son canapé d'occasion en disant que c'était le meilleur rendez-vous qu'il ait eu depuis des années. Les gens essaient toujours de m'impressionner, disait-il. Toi, tu ne cherches pas à m'en mettre plein la vue. J'ai failli tout lui avouer à ce moment-là. J'ai failli lui dire la vérité 100 fois au cours de ces premières semaines, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, je revoyais ma sœur à la table de la cuisine de mes parents, fixant ses céréales jusqu'à ce qu'elles soient trempées. Je revoyais le visage de Benoît quand elle lui avait demandé de l'aide. Alors je fermais la bouche, je préparais un autre croque-monsieur et je me disais. Juste jusqu'à ce que je sois certaine. Au bout de 3 mois, il m'a demandé en mariage. J'aimerais dire que je l'ai vu venir, mais ce n'est pas le cas. Nous étions dans le Jura, dans une petite auberge de charme qu'il avait réservée. Parce que j'avais mentionné une fois que j'aimais les vieilles pierres. Il a posé un genou à terre dans la neige devant l'auberge avec une bague dont je savais, grâce à mon métier, qu'elle était presque certainement celle de sa grand-mère. De l'or, légèrement usé, et un diamant de taille ancienne qui accrochait la lumière comme de l'eau, et il a dit, je sais que c'est rapide. Mais je n'ai jamais été aussi sûr de moi. J'ai dit oui. J'ai dit oui avant même de réfléchir aux conséquences de ce oui. Et quand nous sommes rentrés à l'auberge et qu'il était au téléphone avec sa mère pour lui annoncer la nouvelle, je me suis assise sur le bord du lit à baldaquin dans mon pull de seconde main. Et j'ai réalisé avec un froid glacial dans l'estomac que je mentais à l'homme que j'allais épouser depuis 91 jours, et que sa mère allait me détester à vue d'œil. J'avais raison sur ce point. Madame de Montval Adrien m'avait demandé de l'appeler Viviane, mais elle ne m'a jamais rendu cette politesse, alors j'ai continué à l'appeler Madame de Montval pendant des semaines. A ouvert sa porte ce premier dimanche et a regardé les macarons de supermarché que j'avais apportés comme si je lui avais tendu un oiseau mort. L'hôtel particulier était une merveille de 4 étages avec des moulures d'origine et un escalier sur lequel on pourrait filmer un mariage princier. J'avais déjà été dans des maisons comme celle-ci, bien sûr. J'avais conçu des rénovations pour 2 d'entre elles, mais j'y étais entré à l'époque avec mes propres vêtements, mon assurance, et l'entrepreneur m'avait apporté mon café. Ce soir-là, je suis entré en me faisant toute petite. Maman, a dit Adrien avec une note d'avertissement dans la voix, je te présente Élodie. Élodie ? A-t-elle répété comme si elle goûtait un plat inconnu et décevant. Quel prénom. Délicieusement démodé. C'est celui de ma grand-mère, ai-je répondu. Comme c'est charmant. Était-elle, elle a marqué une pause, juste assez longue. D'ici ? De Belleville, ai-je dit, originaire de Corée. Elle a émis un petit son qui n'était pas tout à fait un murmure de désapprobation. Puis elle nous a entraînés dans la salle à manger. Nous étions 6 à table, Adrien et moi, sa mère, son frère aîné Thibaut et sa femme Camille, et sa jeune sœur Bérénice qui, à 28 ans, s'est décrite tout au long de la soirée comme
Consultante créative et curatrice de bien-être, deux activités qui ne semblaient impliquer aucune rémunération. La salle à manger avait un lustre que je connaissais bien. C'était une pièce sur mesure de chez un designer italien. D'une valeur d'environ 40 000 €, et la table était dressée avec une porcelaine si fine qu'on pouvait voir la lueur des bougies à travers. Il y avait 3 fourchettes à chaque place. Adrien a pris ma main sous la table. Alors, Mademoiselle Park, a dit Madame de Montval en levant son verre de vin. Adrien nous dit que vous êtes dans le design. Oui, j'ai répondu. J'avais répété cette phrase. Je suis dessinatrice junior, surtout pour des intérieurs résidentiels. Comme c'est mignon. Pour un cabinet que je connais, sans doute. Probablement pas. C'est une petite structure. MMH. Elle a pris une gorgée. Et avant cela, mes études. À l'école des Beaux-Arts de Paris. Section architecture. Eh bien, c'est déjà ça. Adrien s'est penché vers moi. Elle avait ce sourire que certaines femmes possèdent, celui qui fait semblant d'être amical tout en vous découpant en morceaux. Vous aviez une bourse? Ces écoles sont si compétitives pour ceux qui n'ont pas de réseau. Oui, ai-je dit. Cette partie était vraie. En grande partie. C'est tellement impressionnant, a-t-elle dit, et je l'ai regardé ranger le mot bourse, dans sa tête comme une hôtesse garde un bouchon de liège après une soirée. C'est tellement admirable quand les gens s'élèvent socialement par leurs propres moyens. N'est-ce pas admirable, Adrien? La mâchoire d'Adrien s'est contractée. Élodie est la personne la plus admirable que je connaisse. Sa mère a coupé un minuscule morceau d'endive. Et votre famille, ma chère? Que font-ils? J'avais aussi répété cela. Mon père dirigeait une petite entreprise de maçonnerie. Il est à la retraite maintenant. Ma mère fait un peu de comptabilité depuis la maison. Maçonnerie. Elle a retourné le mot dans sa bouche comme une vieille pièce de monnaie. Les métiers du bâtiment. Très utile. J'ai senti la main d'Adrien se serrer sur la mienne. J'aimerais vous dire que je suis resté calme. La vérité est que j'étais si en colère que j'entendais mes propres pulsations cardiaques. J'étais en colère, pas pour moi. J'ai été traité avec condescendance toute ma carrière par des hommes en bouton. De manchettes incapables de lire un calcul de charge, mais pour la version de moi que je prétendais être. La fille que j'avais inventée pour tester leur fils. Cette fille avait 26 ans, elle travaillait tard, elle économisait chaque centime. Et elle ne méritait pas ça. Cette fille représentait 100 femmes que je connaissais, et la matriarche de cette maison était en train de l'écraser dans sa serviette en mangeant ses endives. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Le cabinet de toilette au rez-de-chaussée était, d'un point de vue objectif, magnifiquement réalisé. Papier peint de créateur, applique d'origine. Le genre de savon qui coûte 40 € le pain et qui sent l'armoire à linge d'une grand-mère française. J'ai posé mes mains à plat sur le comptoir en marbre et je me suis regardé dans le miroir. Mon rouge à lèvres bon marché s'était effacé. Mes yeux étaient trop brillants. Je me suis dit que si je devais faire ça, je devais le faire jusqu'au bout. Je n'avais pas le droit d'être insulté au nom de quelqu'un que j'avais inventé. Je m'étais assise à cette table en étant elle. Je devais quitter la table en étant elle. Quand je suis revenu, le dessert était servi. C'était un fondant au chocolat, minuscule et onéreux. Madame de Montval était passée à l'interrogatoire sur l'endroit où Adrien et moi allions vivre. Je présume, a-t-elle dit en souriant de toutes ses dents, que tu n'espères pas qu'Adrien s'installe à Aubervilliers. Nous n'en avons pas encore discuté. J'ai répondu. Maman, a dit Adrien. Je suis seulement pragmatique, mon chéri. Le mariage est une question de logistique, et bien sûr, il y a des... Elle a agité sa fourchette.
des attentes. Le nom des Montval impose certaines. Maman. Des responsabilités. Des conseils d'administration caritatifs. La fondation familiale. On ne peut pas simplement, Viviane, a dit Adrien, et sa voix avait un nouveau tranchant, un ton que je n'avais pas encore entendu en 3 mois de relation. Arrête. La table est devenue silencieuse. Elle l'a regardé. Il l'a regardé. Dans ma carrière, j'ai vu 2 ingénieurs en structure être en désaccord sur un mur porteur, et le silence dans cette salle à manger avait la même qualité. Quelque chose était en train de décider si tout allait s'effondrer. Élodie, a dit Adrien sans quitter sa mère des yeux, va devenir ma femme. Pas la femme de la fondation. Pas la femme de la famille. La mienne. Et si quiconque à cette table, absolument quiconque, lui parle encore. Une fois comme tu l'as fait ce soir, je partirai avec elle et vous passerez les prochaines fêtes seules. Thibaut a posé sa fourchette. Camille fixait son assiette. La bouche de Bérénice formait un haut parfait. Madame de Montval a levé son verre très lentement, très précisément, et a pris une gorgée. Puis elle a dit, ne sois pas dramatique, Adrien. Nous essayons simplement de faire ça. Connaissance. Non. Tu es en train de faire son audit. Elle a posé son verre. Mon chéri, je suis ta mère. J'ai le droit de, tu as le droit d'être à mon mariage si tu te comportes correctement. C'est le seul droit que tu as. Je suis restée assise, les mains sur les genoux, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. J'ai eu à ce moment-là une certitude, non. Pas sur le fait qu'il était un homme bon, je m'en doutais depuis longtemps. Mais sur cette chose plus petite et plus dure, à un moment donné, au cours des 3 derniers mois, j'avais commencé à l'aimer vraiment, lui. Et non pas la version de lui que je testais. Lui, l'homme capable de dire, tu fais son audit à sa propre mère à travers un lustre de créateur. Nous sommes partis, bien sûr. Il n'a même pas fini son dessert. Il a embrassé sa sœur sur la tête, a dit à son frère qu'il l'appellerait, et passé devant sa mère sans un regard, et nous étions sur le perron avant 21h30. Il tremblait un peu, et moi aussi, mais pour une raison différente. Dans le Uber qui nous ramenait vers le Marais, vers mon véritable appartement et non mon studio fictif, il regardait par la fenêtre. Il n'a rien dit pendant un long moment. Finalement, sans tourner la tête, il a dit, je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser pour elle. Je ne le fais pas. Je m'excuse d'avoir laissé faire, de l'avoir laissé te parler comme ça. Aussi longtemps. J'ai regardé son profil. Les lumières de la ville défilaient sur son visage. Adrien, j'ai dit. Oui. Il y a quelque chose que je dois te dire. Il s'est tourné vers moi. Il avait l'air si fatigué. J'ai vu soudain qu'il se préparait à cette soirée depuis des semaines, qu'il m'avait aimé encore plus fort pendant tout ce temps précisément parce qu'il savait ce que sa mère allait faire. J'ai ressenti une vague de honte que je n'avais pas ressentie en 3 mois. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Pas dans la voiture, j'ai répondu. Chez toi, ce soir. Je dois te le dire ce soir. Il a acquiescé. Il n'a pas posé de questions. Il a juste pris ma main. Son appartement était un grand 4 pièces rue du Bac avec des fenêtres cintrées. Et des boiseries d'origine qui avaient été mal restaurées. Je l'ai remarqué. Je remarque toujours ce genre de choses. Il nous a servi 2 verres de whisky. Je me suis assise sur son canapé et j'ai tout raconté. Je lui ai parlé de ma sœur. Je lui ai parlé de Benoît. Je lui ai parlé de ma carrière, ma vraie carrière. Des immeubles que j'ai conçus et devant lesquels il passe, de mon salaire, de l'appartement dont je suis propriétaire dans le Marais et dont nous étions techniquement à 10 minutes à pied.
Je lui ai parlé du studio emprunté à Aubervilliers, des bols qui n'étaient pas à moi, des croque-monsieur cuidants. La poêle d'une inconnue. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit que je comprendrais s'il ne voulait plus me voir. Je lui ai dit que j'avais été une lâche et une idiote et que je l'avais traité comme une hypothèse au lieu d'une personne. Il a écouté jusqu'au bout. Il n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, il a posé son verre et s'est assis, les coudes sur les genoux, les mains jointes, comme les hommes font quand ils essaient d'être prudents. Pendant peut-être une minute entière, il n'a pas parlé. Puis il a dit, les macarons. Quoi? Les macarons. Ce soir, ceux du supermarché. Tu détestes ces macarons. Je t'ai vu ne pas en manger un seul. J'ai failli rire. J'ai failli pleurer. Je m'en tenais à mon rôle. Il a hoché la tête lentement, assimilant l'information. Alors, combien de temps? Combien de temps quoi? Combien de temps aurais-tu laissé traîner ça? J'ai réfléchi. Je lui devais la vraie réponse. J'allais te le dire le mois prochain. J'avais déjà décidé. Après la demande en mariage, j'ai su. J'ai su que je devais le faire. C'est juste que j'avais peur. Peur de m'être trompé sur toi. Il est redevenu silencieux. Élodie, ta sœur, Benoît, je veux que tu saches que je comprends. Je ne vais pas prétendre que je ne suis pas sonné. Mais je comprends. J'aurais dû te mettre plus en confiance. Tu aurais dû me faire confiance plus tôt. Oui. Il a levé les yeux vers moi. Mais je comprends aussi pourquoi tu ne l'as pas fait. Et je comprends pourquoi une femme qui a vu sa sœur se faire briser pour avoir demandé de l'aide ne voudrait pas découvrir après le mariage que je suis un Benoît. Tu n'es pas un Benoît. Je sais que je n'en suis pas un. Mais toi, tu ne le savais pas. Alors, tu m'as testé. Et il a expiré bruyamment. J'imagine que j'ai réussi le test. Tu l'avais réussi. Bien avant ce soir, j'ai dit. Tu l'as réussi la première fois que tu as mangé un croque-monsieur sur le canapé d'une inconnue sans demander pourquoi. Mes serviettes n'étaient pas assorties. Tu l'as réussi le soir où tu m'as demandé en mariage dans une auberge de campagne au lieu d'un hôtel 5 étoiles parce que tu t'es souvenu que j'aimais les vieilles pierres. Tu l'as réussi 100 fois. J'avais juste besoin d'être sûr. Et puis j'ai été sûr. Et puis j'ai eu peur de te dire que j'étais sûr depuis un moment. Il s'est levé. Il s'est approché du canapé. Il s'est assis à côté de moi, sans me toucher. Juste proche. Parle-moi de l'immeuble, a-t-il dit, celui devant lequel je passe. Alors, je lui ai raconté. Je lui ai parlé de l'immeuble d'angle sur le boulevard Haussmann avec les façades en verre courbées au 3e étage, celui que son taxi dépasse probablement tous les matins. Je lui ai dit que je m'étais battu pour ces courbes pendant 6 mois, que le promoteur voulait des panneaux plats parce que c'était moins cher, et que je m'étais tenu dans une salle de conférence à 28 ans pour dire à un homme de 60 ans que ces courbes n'étaient pas négociables. Et que j'avais gagné. Je lui ai parlé de l'école en Suisse. Je lui ai parlé de Courchevel, de la cheminée qu'il a fallu recommencer 11 fois pour qu'elle soit parfaite, de la propriétaire qui avait pleuré en la voyant parce qu'elle lui rappelait une cheminée de son enfance que je n'avais vue que sur une seule photo. Il écoutait, et pendant que je parlais, j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Ce n'était pas seulement de la fierté. C'était un réajustement. Il me rencontrait. Il rencontrait la vraie moi, celle qui se bat pour des courbes architecturales, et il ne reculait pas. Quand j'ai manqué de mots, il a dit, épouse-moi encore une fois. Quoi? Épouse-moi de nouveau. Je veux te le demander maintenant que je sais qui tu es. Je me suis mis à pleurer. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Je pleure
Peut-être 2 fois par an, surtout devant des films dont mon futur mari se moque. Mais là, j'ai pleuré, et il a posé un genou à terre sur le tapis. Le tapis, d'ailleurs, était une reproduction correcte d'un tapis persan, un peu trop grand pour la pièce. Et il a dit, Élodie Park, architecte associé. Propriétaire dans le Marais, menteuse professionnelle de croque-monsieur. Veux-tu m'épouser? J'ai ri à travers mes larmes. J'ai dit, oui. Le lendemain matin, nous avons établi un plan. J'allais le dire à sa famille, tous. Ensemble. Il a suggéré que nous le fassions en couple. J'ai répondu, non. Je veux parler à ta mère seule. Il n'a pas discuté. Il m'a juste regardé et a dit, elle va essayer de tout ramener à elle. Je sais. Elle va essayer. De dire, je le savais. Je sais. Tu vas y arriver. Je me suis rendu à l'hôtel particulier du 16e 3 jours plus tard, un mardi après-midi, parce que je me doutais qu'elle serait chez elle et qu'elle ne m'attendrait pas. L'employé de maison m'a laissé entrer. Madame de Montval était dans le petit salon, en train de boire du thé et de lire sur sa tablette. Elle a levé les yeux. Quand je suis entré et les petits muscles autour de sa bouche se sont contractés. Élodie, je ne vous attendais pas. Je sais. Je suis désolé de venir sans prévenir. Adrien n'est pas là. Je suis venu vous voir, vous. Elle a désigné un fauteuil avec une grande réticence. Je me suis assise. Elle ne m'a pas proposé de thé. Je veux vous dire quelque chose sur moi, j'ai commencé, et j'aimerais le faire sans interruption, si vous le permettez. Elle a haussé un sourcil. Je vous écoute. Alors, je lui ai tout dit. Ma carrière, mon cabinet, mes revenus réels, mon appartement et les bâtiments que j'ai conçus. Je lui ai parlé brièvement et sans mélodrame de ma sœur et de Benoît. Je lui ai expliqué pourquoi j'étais venu à sa table dans un pull d'occasion et pourquoi j'avais laissé ses remarques m'écraser. Je lui ai dit que j'allais épouser son fils et que je voulais que nous ayons une relation authentique, mais que nous allions la commencer sur la base de ce que je suis réellement, et non sur la performance que j'avais jouée pour elle. Elle a écouté. À sa décharge, elle l'a fait. Elle n'a pas parlé. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse très précisément sur la soucoupe. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit, donc, vous avez menti à mon fils? Oui. Pendant 3 mois. Oui. Et maintenant vous êtes assise dans mon salon. En attendant que je sois impressionné parce que vous gagnez bien votre vie? Non, j'ai répondu. Je suis assise dans votre salon parce que je voulais que vous l'entendiez de ma bouche avant de l'apprendre autrement. Je ne cherche pas à vous impressionner. J'ai abandonné cette idée au moment où vous m'avez demandé si ma grand-mère était d'ici. Je l'ai vue tressaillir. C'était un léger tressaillement. Elle l'a masqué rapidement. Adrien doit être dévasté. Adrien m'a demandé en mariage une seconde fois le soir où je lui ai dit la vérité. Nouveau tressaillement. Je me suis penché en avant. Je veux vous dire que la façon dont je me tenais comptait. Je me tenais comme je me tiens dans une salle de conférence quand je me bats pour mes courbes de verre. J'avais les mains détendues, le dos droit et la voix basse. J'avais passé 3 mois à me faire petite dans cette maison. C'était fini. Madame de Montval, je vais épouser votre fils. Je l'aime énormément. J'aimerais, à terme, pouvoir vous appeler autrement que Madame de Montval. Mais je ne vais pas m'excuser d'avoir testé Adrien, parce que les femmes de ma famille ont appris à la dure ce qui arrive quand on saute cette étape. Et je ne vais pas prétendre que vous ne m'avez pas montré, en une seule soirée, exactement quel genre de belle-mère vous seriez si j'avais été la fille que je prétendais être. Je ne vous en veux pas. Précisément, mais je ne l'oublierai pas non plus. Elle n'a pas répondu tout de suite.
Elle a repris sa tasse, puis l'a reposée sans boire. Mon mari. A-t-elle dit finalement, venait de rien. J'ai attendu. Sa mère nettoyait des maisons à Neuilly. Il a travaillé sur des chantiers l'été pour payer ses études de commerce. Au moment où je l'ai rencontré, personne n'aurait pu s'en douter. Il n'en parlait jamais. Quand ma mère demandait ce que faisait sa famille, il disait qu'ils étaient dans l'immobilier, et nous rions tous parce que sa mère avait nettoyé des bureaux d'agences immobilières. Vous voyez. C'était la blague familiale. Et ma mère, elle s'est arrêtée. Ma mère, Élodie, lui aurait fait exactement ce que je vous ai fait. Je n'ai rien dit. J'avais peur que si je parlais, elle s'arrête. J'ai été, a-t-elle dit avec beaucoup de difficultés, ma propre mère. Je le vois maintenant. Je ne m'en étais pas rendu compte. Elle s'est arrêtée encore une fois. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais devenu ma mère. J'ai laissé le silence s'installer. J'aimerais que nous recommencions à zéro, a-t-elle dit, si vous me le permettez. Je vous le permettrai, j'ai répondu, mais j'aimerais que ce soit un vrai départ, pas juste un départ poli. Oui, a-t-elle dit. Oui, un vrai. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas pleuré. Elle n'est pas ce genre de femme, et j'aurais été méfiante si elle l'avait été. Ce qu'elle a fait, c'est appeler son employé pour demander une nouvelle théière et une deuxième tasse, et elle me l'a servie elle-même. Nous ne sommes pas amis aujourd'hui. Je veux être clair là-dessus. Nous sommes quelque chose de plus étranger, je pense, de plus durable que des amis. Nous sommes deux femmes qui se sont rencontrées à travers un lustre et qui ont fini par se voir clairement, après beaucoup de travail inutile. Elle est venue à notre mariage. Elle a porté un toast qui a surpris tout le monde, elle la première. Elle a dit, j'ai failli rater ça. J'ai failli commettre la même erreur que ma mère. Élodie, merci de ne pas m'avoir laissé faire. Bérénice a pleuré. Thibaut regardait ses chaussures. Camille a serré ma main. Ma sœur était ma demoiselle d'honneur. Elle a ri ce jour-là, comme elle riait avant Benoît. Je les regardais danser avec mon père et je me suis dit, c'est ça. C'est ça que je protégeais. Adrien et moi avons acheté une maison ensemble à Boulogne. J'ai conçu la rénovation. Je me suis battu pour les courbes. Il m'apportait du café pendant que je travaillais. Je dis aux gens maintenant, quand ils demandent comment nous nous sommes rencontrés, que je lui ai menti pendant 3 mois et qu'il m'a pardonné. Il rit parce qu'il pense que je plaisante. Je les laisse rire. La vérité est que je le referai, et que je ne le referai plus. Jamais. Les deux choses sont vraies à la fois, comme la plupart des vérités profondes. Si vous avez été blessé, si vous avez vu quelqu'un que vous aimez se faire vider de sa substance par quelqu'un qui ne l'aimait que lorsqu'il était petit, je ne vais pas vous dire de ne pas être prudent. Je vais vous dire d'être prudent, de tester, de filtrer et de faire tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Mais je vais aussi vous dire ceci, la bonne personne réussit le test avant même que vous ayez fini de le lui faire passer. La bonne personne mange le croque-monsieur. La bonne personne, quand sa mère demande si votre grand-mère était d'ici, pose sa fourchette et dit, arrête. Et quand vous lui dites enfin la vérité, quand vous entrez enfin dans son salon, que vous vous asseyez sur son canapé d'occasion et que vous dites, j'ai été quelqu'un d'autre pendant 3 mois, s'il te plaît ne pars pas, la bonne personne ne part pas. La bonne personne pose un genou à terre une seconde fois sur un tapis perçant un peu trop grand et vous demande de nouveau. Croyez-moi, la vôtre le fera aussi. Je repense à ce premier dîner plus souvent que je n'aimerais l'admettre. Pas à cause de la cruauté qu'il contenait, bien qu'il y en ait eu beaucoup, mais à cause de la façon dont j'ai failli passer à côté de ma propre
Vie ce soir-là. Si Adrien n'avait pas posé sa fourchette, s'il n'avait pas dit le mot « arrête », si je m'étais marié dans cette famille sans jamais tester la solidité du sol sous mes pieds, j'aurais passé le reste de ma vie à rétrécir. Comme ma sœur Marion a passé 2 ans à rétrécir après que Benoît en eut fini avec elle. J'ai appris que certaines choses dans la vie fonctionnent comme une pierre jetée dans l'eau. Ce que vous faites revient vers vous. La cruauté que Viviane de Montval m'a montrée à sa table était la cruauté que sa propre mère avait montrée à son mari des décennies plus tôt, et elle restait en elle comme un poison attendant quelqu'un de plus petit pour s'y déverser. Elle n'a pas choisi d'être cruelle ce soir-là, précisément. Elle l'a été par défaut, et la seule raison pour laquelle ce cycle s'est brisé, la seule raison pour laquelle elle s'est assise en face de moi 3 jours plus tard pour me dire « J'ai été ma mère ». C'est parce que quelqu'un s'est enfin tenu devant elle et a refusé de servir de réceptacle à ce poison. Je veux vous dire quelque chose en quoi je crois maintenant après tout cela. La bonté d'une personne et la force d'une personne ne sont pas la même chose, mais elles ont besoin l'une de l'autre pour survivre. Adrien était un homme bon avant ce dîner. Il était bon depuis 35 ans. Mais la bonté sans colonne vertébrale n'est qu'une permission, et sa bonté avait donné sa permission à sa mère pendant très longtemps. Le soir où il a dit « Arrête », sa bonté a enfin trouvé une colonne vertébrale, et c'est à ce moment précis que j'ai su que je pouvais l'épouser, pas avant. Je l'aimais déjà, mais j'ai appris à la dure que l'amour ne suffit pas. Vous avez besoin d'un partenaire dont la gentillesse a des dents. Il en va de même pour l'intelligence. J'étais assez intelligente pour le tester. Je n'ai pas été assez courageuse pendant longtemps pour lui dire la vérité. L'intelligence sans courage n'est qu'une cachette avec un joli papier peint. Je me cachais. J'aurais continué à me cacher si sa mère ne m'avait pas poussé assez loin pour que je doive choisir entre rester petite pour toujours ou me lever. Je suis reconnaissante pour cette poussée d'une manière étrange. La douleur qui vous réveille est un professeur, même quand le professeur a de mauvaises intentions. Si vous ne retenez qu'une chose de ce que je vous ai raconté ce soir, retenez ceci. Soyez prudent, oui. Testez les gens que vous laissez approcher. Observez comment ils traitent la version de vous qui n'a rien à offrir, mais ne confondez pas le test avec la relation. À un moment donné, vous devez poser le déguisement et entrer dans la pièce en étant vous-même, et vous devez avoir confiance que la bonne personne sera toujours assise là. Et si elle n'y est pas, alors vous êtes épargné un chagrin bien pire plus tard. Dans les 2 cas, vous gagnez. C'est cela, plus que tout, que ma sœur m'a appris sans jamais le vouloir. La seule chose pire que d'être vu et rejeté, c'est d'être aimé tout en restant invisible.